Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager le témoignage de Luc Montigo. Jeune étudiant plus que dynamique, puisqu'en plus de ses études de commerce, il s'entraîne tous les jours pour relever un défi inédit afin de récolter des dons pour la recherche contre la dystonie et sensibiliser au handicap en entreprise. Luc a prévu en septembre prochain de réaliser un tour de France à pied et à vélo, un défi plus qu'ambitieux quand on a des contractions musculaires involontaires en longueur de journée. Mais pour relever ce défi, il ne sera pas seul, puisque l'entreprise française Welcome Family, numéro 1 des équipements enfants pour les professionnels, a décidé de l'accompagner, notamment en lui proposant un contrat d'alternance, mais aussi en réalisant son site internet autour de Lucio et des goodies pour l'aider à gagner de la visibilité. Dans cet épisode, Luc nous prouve que l'on peut faire de sa différence une force, même dans le milieu professionnel. Alors si vous voulez suivre Luc dans cette nouvelle aventure et éventuellement le soutenir, rendez-vous sur autourdelucio.com. Et si vous souhaitez découvrir les produits que propose Welcome Family, rendez-vous sur welcomefamily.com. Mais comme d'habitude, je mets toutes les infos dans les notes de l'épisode. Il est temps pour moi de vous laisser découvrir ma conversation avec Luc Montigo. Merci à Welcome Family qui a sponsorisé cet épisode. Bonjour Luc, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. J'aime bien commencer mes petites discussions avec une question qui met mes invités directement dans le bain. Alors, j'ai découvert la semaine dernière qu'en France, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 13% contre 7,2% pour la population générale. On va en parler par la suite, mais en plus d'être un jeune très actif, tu es en situation de handicap depuis la naissance et actuellement en alternance dans une entreprise. Donc en fait, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour toi, ta recherche de stage lors de tes études et ta recherche d'alternance. Alors, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Et pour la première question, la recherche de stage et d'alternance, j'étais quand même accompagné par l'école, qui est l'IAE d'Aix-Marseille, et qui a un service pôle handicap qui gère tout ce qui est inclusion en milieu professionnel. Et donc ils m'ont accompagné, mais j'ai quand même postulé comme quelqu'un de lambda entre guillemets, et ça m'a pas posé plus de soucis que ça. On va passer à la question pour briser la glace. Alors, je vais la tirer au sort, cette question. Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 5 ? Alors, entre 1 et 5, je vais dire 4. La question 4, c'est quel est l'endroit où tu te sens le mieux ? Alors, l'endroit où je me sens le mieux, c'est dans ma maison de vacances, la maison de famille. Là, je suis vraiment apaisé et je me sens le mieux là-bas. Elle est vers où ? Elle est alors elle est cachée. Donc c'est un spot vraiment bien. C'est un arbre de paix. C'est vers Ramatuelle qui est à 20 minutes de Saint-Tropez à peu près. Donc dans le sud de la France et proche de la mer. C'est ça. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors en quelques mots, moi je m'appelle Luc, on me surnomme Lucho. J'ai 23 ans, je vais faire 24 ans dans moins de mois. Et en fait, je suis à l'IAE d'Aix-en-Provence, donc étudiant en master en deuxième année. Et je suis atteint d'un handicap qui s'appelle la dystonie. Et voilà, concrètement, en quelques mots. Oui, tu m'as dit ça en préparant l'interview, tu m'as dit qu'on te surnommait Lucho. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Ou il n'y a pas d'explication ? Alors, il y a une explication, c'est en 2021, je commence un stage de ma première année, et en fait, dans le bureau, il y avait ma tutrice et un commercial qui s'appelle Olivier, et en fait, qui a commencé à me surnommer Lucho, 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 et du coup, c'est resté, et même mon projet, où on va en parler, c'est autour de Lucho, et donc j'ai gardé ce nom-là. Donc avant de parler justement de ton projet, j'aimerais un petit peu parler de la dystonie parce que pour les gens qui ne connaissent pas trop en quoi ça consiste, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est la dystonie ?
Oui, alors en quelques mots, la dystonie, il y a plusieurs sortes de dystonie, mais je vais parler plus de la mienne parce que c'est celle que je connais le mieux et que je vis au quotidien. Donc en fait, la dystonie, c'est une maladie neurologique qui entraîne pour moi un trouble musculaire et de l'éloquence. Donc ça vient soit de naissance, soit par un accident après, où c'est vraiment les neurones qui se connectent mal entre elles et tout part du cerveau en fait. Et est-ce qu'il y a un traitement pour améliorer les choses? Alors, il n'y a pas de traitement en soi, enfin, il y a plusieurs types de traitements. Moi, ce que je fais, c'est l'injection de Botox sur mon avant-bras gauche, parce que c'est là où vraiment je souffre le plus de motricité, c'est sur mon avant-bras gauche. Après, il y a plusieurs types de traitements selon le type de dystonie qu'on va avoir. Et est-ce que c'est une maladie qui évolue? Ça peut être évolutif. Moi, typiquement, mon avant-bras gauche, en fait, il faut savoir que je l'ai eu, en fait, pour vraiment expliquer aux auditeurs, j'ai eu ma dystonie à la naissance, donc dû à un manque d'oxygène dans le cerveau lors de l'accouchement de ma mère. Et bon, je vais passer les détails, mais donc je l'ai depuis la naissance et en fait ma dystonie en 2015, elle a été un peu plus forte, un peu plus évolutive sur mon bras gauche parce qu'avant je n'avais pas cette douleur que j'ai aujourd'hui et cette gêne que j'ai aujourd'hui à mon bras gauche. Donc elle peut être évolutive. Après, forcément, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, soit il y a des traitements, soit il y a des exercices pour anticiper l'évolution de cette maladie. Tu nous l'as un petit peu dit du coup, vu que donc c'est un accident lié à la naissance. Et est-ce que on a de suite diagnostiqué que tu avais une dystonie une fois quand tu es né, ou est-ce qu'il a fallu un petit peu de temps pour informer tes parents de la dystonie? Je sais pas exactement tous les détails, mais oui, on l'a su très vite après ma naissance et on a su que c'était ça et enfin je dis on a, mais c'est surtout mes parents à l'époque. Mes parents ont beaucoup travaillé pour que j'ai une belle vie entre guillemets, enfin, que ce handicap ne soit pas un handicap, j'ai envie de dire, mais plutôt une force. Et ben, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux, donc je pense qu'ils ont plutôt bien réussi. Et tu as beaucoup parlé de ton bras gauche, mais est-ce que tu as des douleurs musculaires au quotidien? Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer quand on a une dystonie? Alors, le plus dur à gérer, c'est forcément les douleurs parce que ça fluctue, c'est en fonction des périodes, en fonction des moments de la vie et en fonction du temps de la journée. Forcément, je suis pas, quand je suis un peu plus fatigué, j'ai un peu plus de douleurs que quand je suis moins fatigué. Mais après, les douleurs, c'est soit des crampes, soit des petits problèmes comme ça. Et comment ça se passe? Comment tu gères le regard des autres? Alors, le regard des autres, au début, c'était compliqué, c'était dur tout au long de la scolarité. En plus, quand on est petit, on le sait tous que forcément, on n'a pas de filtre. Mais au plus on grandit, au plus j'en ai rigolé. Je me souviens d'une anecdote que m'a dit ma mère il y a pas si longtemps que ça. Elle m'a dit, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, tu es rentré des cours et tu m'as dit, ouais, les gens ils m'ont traité d'handicapé et tout, je dois m'apprendre comment et tout. Et ma mère qui est très forte pour ça, elle m'a dit, ben oui, en fait, tu es handicapé et alors? Et là, ben, il y a eu le déclic et ben, forcément, le regard des autres, on l'a pris un peu plus différemment qu'aussi dur avant, quoi.
Oui, tu veux dire que le regard des autres, oui, ben oui, s'ils veulent te regarder, ils te regardent, mais en fait, on s'en fiche et c'est pas si grave, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas si grave. Et dès le collège, voire le lycée, je l'ai pris en autodérision et forcément, ça, encore discuté avec mes amis de classe. Ils m'ont dit, ben, entre guillemets, ça se voit plus, en fait, on le voit plus parce que c'est tellement naturel, t'es tellement spontané, t'es tellement drôle et tout ça. Donc, enfin bon, je sais pas s'ils ont raison, mais moi je les écoute après, bon, ils font leur choix. Mais au moins ils m'ont dit ça se voit plus parce que vu qu'on n'a plus cette étiquette-là, quoi. Et tu as parlé un petit peu de la scolarité. Comment ça s'est passé au niveau des professeurs et de l'accueil dans les écoles? Est-ce qu'il y a eu des adaptations ou c'est toi qui t'es adapté? Comment ça s'est passé? Alors un peu des deux, parce que de la primaire au lycée, à la fin du lycée, j'ai eu une AVS, donc une AVS qui me prenait les cours, donc c'est une assistante de vie scolaire qui me prenait les cours et qui écrivait lors des contrôles et tout ça, parce que forcément la motricité fine était compliquée. Et après le bac, ben, je n'avais plus le droit à une AVS, donc on s'est adapté, soit l'ordinateur, soit les copains, je prenais en photo leurs cours, etc. Mais on s'est toujours adapté, et l'école aussi s'est adaptée, que ça soit le lycée, mon école en bac+2 ou l'IAE aujourd'hui, où ils s'adaptent mon temps sur les évaluations ou les contenus des cours, etc., quoi. Donc j'étais quand même bien loti et bien accompagné sur cette partie-là. Et on va en parler juste après de ton défi du Tour de France. Mais juste avant, je voulais te poser une question. Alors, quand on te voit, moi, ça fait pas longtemps que je te connais. Tu es souriant, jeune, sportif. Tu as l'air hyper bien dans ta peau. Et je me demandais, en fait, comment toi, tu te sens dans ton corps. Ouais, ben, écoute, je me sens bien, enfin, j'ai quand même une hygiène de vie pas trop mal, donc un peu fatigué parce que faut pas se cacher aux internautes quand on monte un projet comme ça, ben, on fait du 5h30 debout jusqu'à 23h le soir, donc forcément, c'est un peu compliqué, mais sinon, en fait, je m'éclate dans ce que je fais, et quand je m'éclate, mon corps, il s'éclate positivement, et donc forcément, c'est que du bonheur. Comme on l'a déjà un petit peu évoqué, tu t'es lancé un défi du 3 septembre au 11 décembre prochain. Tu as décidé de faire un tour de France à pied et à vélo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu l'idée de ce Tour de France? Alors l'idée, elle est très simple, enfin, dit comme ça, elle est très simple, mais c'est vraiment un défi farfelu, comme j'aime bien le dire. Donc en fait, ben, à ce stage où il y avait ce commercial, en fait ma tutrice un jour, ça faisait 2 semaines que j'étais dans cette entreprise, et lors d'un repas, ma tutrice, elle parle de faire un triathlon un jour. Et donc, je la regarde un peu et je lui dis, bon, allez, pourquoi pas? Sauf qu'en fait, le pourquoi pas, il faut savoir que ben, le jeune homme qui te dit pourquoi pas, ben, il sait pas courir, il sait pas faire de vélo et il sait encore moins nager. Le triathlon, c'était 5 mois après. Voilà, comment te dire, ça a commencé de là. Et on l'a fait, ce triathlon, on l'a fait 5 mois après, et c'était enfin, compliqué dans le sens où ben, je me levais pour m'entraîner et tout ça, mais vraiment, voilà, je kiffais, comme on aime bien dire ici dans le sud. J'adorais ça, et en fait, de quoi on a fait ce triathlon, on a réussi ce premier défi. Et pour te la faire courte, quelques mois plus tard, je continue à courir parce que ça me fait du bien. En fait, je sens que je suis bien quand je cours et ça me libère la tête et tout ça. Et je pense à rien sauf à la course.
Et je rentre de l'entraînement de course et ma mère, elle me dit oh là là, tu vas jamais t'arrêter, tu vas finir par faire le Tour de France. Et comme le triathlon, ben, j'ai dit oui en fait. J'ai dit allez, pourquoi pas. Donc, ben, sauf que ce défi, c'est beaucoup plus grand. Et donc voilà comment tout a commencé en décembre 2022. Tu as un petit peu répondu pour la course, mais pourquoi tu as choisi la course et le vélo pour faire ce Tour de France? Alors, la course et le vélo, parce qu'en fait, quand on a fait le triathlon, on l'a fait du coup sur les trois disciplines. Et j'ai aimé le vélo et en fait c'est venu naturellement que ça soit les deux en fait. Enfin, c'est vraiment venu super naturellement que je le fasse avec les deux disciplines. Comme ça varie un peu aussi dans la journée. Et donc voilà, c'est autant la course que le vélo. Et alors, comment tu t'entraînes au quotidien? Alors, ben, du coup, depuis cette date, en fait, ça a commencé d'une blague et après, on a pris un peu ça quand même au sérieux quand on voyait la date s'approcher. Donc, on a dit, faut peut-être mettre un petit coup et être au sérieux. Donc, en fait, j'ai un coach sportif qui a une salle de sport. Et donc, je m'entraîne à la salle de sport. Donc, on fait beaucoup, 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 beaucoup de cardio. Donc, soit sur le tapis, soit sur le vélo elliptique en fractionné. Et on fait aussi de temps en temps un peu de muscule pour renforcer tout le corps. Et je participe à quelques courses. Et en plus de ça, je fais quelques sorties en vélo qui me permettent d'appliquer ce que je vois en salle sur le terrain, que ce soit en montagne ou quoi. Et tout ça en plus de tes études et de ton alternance, du coup. Voilà, c'est ça, tout ça en plus de mes études, de mon alternance. Il faut savoir aussi que l'IAE, quand je leur ai présenté le projet, ils m'ont dit que j'avais l'opportunité de faire ce qu'ils appellent un parcours entrepreneurial. Donc en fait, ils adaptent en fonction des projets des élèves leur cursus. Donc moi, ils l'ont adapté comment? Ils l'ont adapté dans le sens que au lieu de faire un troisième stage dans une entreprise pour mon master première année, j'ai pu faire un stage à mon compte en fait en entrepreneur. Et du coup, je gérais mon emploi du temps et c'est lors de cette expérience-là que j'ai pu aussi tester en grandeur nature, si je puis dire. En fait, j'ai relié Oriol, qui est ma ville natale, jusqu'à Menton, donc après Nice. Donc j'ai fait ça en aller-retour en conditions réelles, donc 10 km de course à pied le matin et 40 km de vélo, non-stop, aller-retour sur 8 jours pour voir justement jusqu'où le corps allait supporter la charge et pour voir si physiquement j'étais un peu prêt à faire ce défi. Et si je suis là aujourd'hui devant toi, c'est que je pense que je suis prêt. Oui, c'est ça. J'allais te demander, question bête, comment ça s'est passé? T'as été surpris? Est-ce que t'as eu beaucoup de douleurs musculaires? Ou ça a été facile? Mais ça n'a pas été facile, pardon, d'autant plus que pour avoir un peu de temporalité, on a dit avec ma mère, ouais, je fais le Tour de France, on était en décembre, fin décembre, et on partait le 8 mars, donc quelques temps après. Donc j'avais pas une condition physique non plus extraordinaire pour ce challenge, mais on l'a fait quand même et ben, je me suis senti très bien en fait parce que j'y allais pour découvrir, j'y allais sans stress, sans crainte, sans peur, j'y allais pour voir, toucher un peu les sensations que j'avais qui étaient vraiment positives. Alors après forcément avec la fatigue et tout ça,
le dernier jour, on va pas dire que j'étais au top de ma forme, mais quand même, ça m'a permis de voir tout ça et j'étais agréablement surpris du parcours, enfin, de l'expérience. Et donc, ça me pousse à faire un plus grand, plus gros. Et tu as prévu de faire des pauses du coup dans ton Tour de France, justement pour récupérer? Oui, oui, en fait, si tu veux, quand j'ai fait Oriol-Nice, c'était sur 8 jours. Et donc, on s'est dit que 8 jours, c'était la limite. Donc en fait, je fais une pause tous les 4 jours, ce qui va me permettre me reposer pendant un jour complet et repartir après en forme 4 jours après. Et est-ce qu'on l'on pourra te suivre dans ton avancée du Tour de France? Oui, oui, alors on a créé un site web qui s'appelle autourdelucho.com. Donc là où où on va retrouver tous les détails du tour, etc., du projet. Et en plus de ça, on va avoir tout ce qui est mes réseaux sociaux, donc notamment Instagram et Facebook sur les pages autour de Lucho. Et j'imagine qu'un projet comme celui-ci, où tu vas dormir, est-ce que tu as cherché des partenaires, est-ce que tu as déjà tout trouvé comme partenaire et comme logement, ou est-ce que tu en cherches encore? Comment ça s'organise tout ça? Alors oui, un projet comme ça se monte pas en claquant les doigts, forcément. Ben en fait, quand j'ai eu cette idée, j'en ai discuté avec mon ancienne tutrice, parce que forcément, j'étais parti de l'entreprise et elle m'a dessus dit, ben, si tu veux, moi je t'accompagne sur toute l'organisation et sur toute la création du tour. Donc j'ai dit oui et aujourd'hui vraiment sans elle, il y aurait vraiment pas de tour, je pense, parce qu'il faut être minimum deux. Et donc, j'ai bien accompagné, je en remercie beaucoup tous les jours. Et en plus de ça, en fait, si tu veux, je suis allé chercher des partenaires. Donc, aujourd'hui, j'ai 8 partenaires qui me suivent, dont l'entreprise où je suis en alternance aujourd'hui, Marketing Création. Quand tu as postulé dans cette entreprise, tu leur as de suite parlé de ton projet ou c'est venu après? Lors de l'entretien, je leur ai dit voilà, je recherche euh, une alternance et dans le cadre de mon alternance, en fait, ça se termine fin septembre, mais voilà, j'ai ce projet début septembre, pardon, et je leur ai dit est-ce qu'il y a moyen qu'on s'arrange? En fait, pour que je puisse réaliser ce projet, etc. Et je leur ai dit, si ça vous dérange, je pars. Enfin, y a pas de souci. Moi, c'est vraiment ce projet avant tout. Et donc, ils étaient vraiment à l'écoute, curieux du projet. Et donc, en fait, ils m'ont de suite pris. La question du handicap n'est pas est allée naturellement et n'a pas posé de problème. Et vraiment, je me souviens de mon tuteur actuel et de mon patron, parce que c'était les deux où j'étais en entretien. Ils m'ont de suite dit, nous, on s'en fout de la différence, on te veut toi, il y a quelque chose qui nous plaît et dès que j'ai présenté un peu plus en profondeur le projet qui porte sur les valeurs que Marketing Création a aussi, donc sur l'inclusion, la RSE, etc., ils m'ont dessus dit, ben, tu sais quoi, on te suit et on te suit dans l'aventure et à l'heure actuelle, c'est mon entreprise où j'effectue mon alternance, mais en parallèle, c'est mon partenaire pour le projet. Voilà, c'est que du bonheur et l'équipe là-bas, elle est géniale et voilà. Tu l'as peut-être un peu dit, mais qu'est-ce que tu dirais à un patron d'entreprise qui veut pas recruter des personnes en situation de handicap parce il a peur que ces personnes soient plus en congé maladie ou soient moins efficaces au travail, soient moins motivées? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire?
Ben, je lui dirais de tenter en fait, enfin, de voir concrètement et de passer les peurs, comme justement la première entreprise où j'étais en stage, qui s'appelle HMC2 du coup, qui est un partenaire majoritaire de ce tour. Et du coup, quand je suis arrivé dans HMC2, je suis allé voir, du coup, j'ai passé l'entretien avec mon ancienne tutrice et elle est allée voir le patron, elle lui a expliqué mon cas. Et en fait, ils avaient des doutes, des peurs, donc ils ont tout simplement appelé mon ancien patron, enfin, j'étais à Leroy Merlin en alternance avant pour mon bac plus 2, qui lui a tout simplement dit, lui qu'handicapé, même lui, il ne sait pas qu'il est handicapé. Donc ça l'a de suite rassuré, ça l'a de suite mis dans le bain de dire bon ben allons pourquoi j'ai peur quoi. Donc moi je dirais au patron d'essayer, de tenter, de voir que la diversité et l'inclusion ça peut amener une autre façon de voir les choses dans le côté business et dans le côté entreprise. Et c'est avant tout une aventure humaine en fait qui va mener quoi. Et tu l'as un petit peu évoqué à l'instant. Le Tour de France, c'est aussi pour récolter des dons pour la dystonie. Et en préparant cette conversation, tu m'as notamment parlé de l'association Amadis. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette association qu'est-ce qu'elle fait de quoi ça parle? Oui, voilà, donc l'association Amadi, c'est l'association des malades atteints de dystonie. Donc c'est une association nationale et qui accompagne justement toutes les personnes atteintes de dystonie, que ça soit dans leur quotidien ou même au sein de plusieurs petits groupes de parole pour justement dépasser ce cap et apprendre à gérer la maladie en fonction des personnes. Donc, ouais. Et surtout faire avancer la recherche. Et c'est surtout sur ce point-là que je me suis dit, moi, je veux vraiment contribuer à l'avancée de la recherche pour la dystonie, pour que vraiment cette maladie ne soit plus qu'un mauvais souvenir, j'ai envie de dire, même s'il y a du travail à faire. Et quel conseil tu donnerais à un jeune en situation de handicap qui cherche un stage ou un travail? Un conseil que je lui donnerais, de rien lâcher, ouais, de rien lâcher, d'y aller à fond et de prouver que, enfin, c'est malheureux de dire ça encore, mais de prouver que le handicap n'est pas un handicap pour le poste. Et voilà, enfin, ne vraiment pas lâcher, que ça va être dur, on le sait, mais vraiment pas lâcher. On arrive aux questions de la fin. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler? Mais Pépin. Non. Non, mais sinon, oui, au niveau d'un livre, j'ai les accords Toltec qui m'a beaucoup aidé dans ma vie à percevoir la vie simplement. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien? Alors, la citation, en gros, quand tu crois que c'est fini, il t'en reste encore sous le pied. Je crois que c'est Bernard Tapie qui a dit ça. Alors, il l'a peut-être dit un peu différemment, donc j'ai remanié à ma sauce. Mais voilà, en fait, ce que ça veut dire, c'est quand tu crois que tout est fini et que dans le sport et que tu es KO, que tu en peux plus, en fait, tu es à peine à la moitié de ce que tu peux faire. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Du coup, oui, j'ai du mal à répondre à cette question parce que la notion de fierté, c'est quand même compliqué entre guillemets pour moi, dans le sens que je suis content de tout ce que j'ai accompli aujourd'hui, mais fier, pour moi, c'est tellement un grand mot que qu'il n'y a pas de petite chose
où je peux être fier. Mais j'y travaille parce que je sais qu'on peut être fier de très petites choses comme déjà se lever le matin. Qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne de ton témoignage ? Alors, ce que j'ai envie qu'on retienne de mon témoignage, c'est déjà ma bonne humeur. Que je suis un gars du Sud qui craigne des gains, comme on dit chez nous. Donc, je pense que la plupart des gens, ils vont se dire quoi? Il a dit quoi? Donc, je vous laisse chercher sur Internet ce que ça veut dire des gains. mais au-delà de ça, ouais, j'ai envie. Ce que je fais pour le Tour de France, hein, c'est d'apporter un témoignage et d'apporter ma pierre à l'édifice sur le combat du handicap au quotidien et sur l'inclusion des personnes handicapées aujourd'hui en France. Et c'est ça où je voudrais vraiment faire passer ce message-là, c'est sur l'inclusion, que ça soit au milieu professionnel ou sur la vie de tous les jours, dire que oui, on est différent, mais la différence fait une réelle force. Et est-ce que tu te sens inclus aujourd'hui dans la société ? Ah oui, pour moi, bon, il y a quand même deux, trois petits trucs à revoir, parce que forcément, quand on va voir les petits enfants et tout ça, et comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont sans filtre, et qui sont pas sensibilisés, du moins pas encore, à la différence, forcément le regard des petits enfants qui te regardent comme quelqu'un de différent, mais ça tend au mieux, j'ai envie de dire, ça tend au mieux grâce à tes témoignages, grâce au témoignage. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aurais envie de dire au Luc qui a 10 ans ? J'espère qu'il a du temps, je lui dirai beaucoup de choses. Mais je lui dirais à ce gamin de 10 ans qui voit encore la vie comme un grand défi et vraiment à l'époque qui savait pas trop, etc., que ça allait être dur, qui se fait pas de soucis, qui regarde petit à petit, en fait, qui regarde après-demain, et chaque chose en son temps, et qu'il ira très loin, en fait, et il ira tellement loin que ses parents et que toute sa famille s'imaginaient pas du tout qu'il pouvait aller aussi loin. Donc ouais, accroche-toi Minou, et voilà. Ouais, c'est un bon message. Et ma dernière question, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir ? De continuer à être heureux, de continuer à kiffer la vie que je mène, et de continuer à faire rire les gens et d'être proche de mes proches, et voilà quoi, la réussite, mais pas forcément professionnelle, mais plus la réussite de sa vie et pas de la vie, parce que c'est sa vie la priorité, après la vie en général. Chacun a son avis, donc dans tous les cas, on fera soit mal quelque chose par rapport à un autre, soit bien quelque chose. Donc, faut réussir sa vie au lieu de réussir la vie. Merci pour ce message. C'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Et je te dis à bientôt, et je mettrai toutes les infos que tu nous as données dans les notes de l'épisode. Allez, très bien. Merci à toi et au revoir à tout le monde. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Luc pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour en savoir plus sur le projet de Luc, l'association Amadis ou découvrir les produits que propose Welcome Family. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou à me rejoindre sur mon compte Instagram Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode.